Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires vraies, les plus extraordinaires. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable histoire de Marcel Dumont, ingénieur retraité de Chamonix, qui a passé 3 années de sa vie à creuser un tunnel de 150 mètres sous la neige pour relier sa maison isolée au village. Pendant des mois, ses voisins l'ont surnommé « l'ermite fou » et se sont moqués de son projet qu'ils jugeaient complètement inutile et démesuré. Mais quand la tempête du siècle s'est abattue sur les Alpes en février 2018, ce tunnel ridicule est devenu le salut de tout le quartier. Cette histoire vraie, qui s'est déroulée dans les Alpes françaises, nous enseigne que la prévoyance et la persévérance peuvent transformer celui qui passe pour fou en visionnaire et qu'un projet apparemment absurde peut sauver des vies quand les éléments se déchaînent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes de persévérance et d'ingéniosité. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue. Et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces récits inspirants. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul, armé de sa seule détermination, a défié les moqueries pour devenir le héros de sa communauté. Paragraphe 1. L'histoire commence en 2015, quand Marcel Dumont, ingénieur des ponts et chaussées, fraîchement retraité, décida de s'installer définitivement dans le chalet familial qu'il avait hérité de son père dans le hameau des Praz, à 1800 mètres d'altitude au-dessus de Chamonix. Cette maison, perchée sur un éperon rocheux et accessible seulement par un sentier muletier escarpé, offrait une vue imprenable sur le Mont Blanc, mais souffrait d'un isolement géographique qui s'aggravait dramatiquement dès les premières neiges d'octobre. Marcel, homme méticuleux de 58 ans habitué aux grands travaux d'infrastructure, observait chaque hiver avec une inquiétude croissante la difficulté d'accès à sa propriété. Chaque année, c'est la même chose, expliquait-il à sa femme Sylvie, ancienne institutrice. Dès novembre, il faut 1 heure de marche dans la neige pour rejoindre le village. Et quand arrive janvier, c'est carrément dangereux avec les risques d'avalanche sur le sentier. Cette préoccupation n'était pas purement théorique. En 2014, Marcel avait dû être évacué en hélicoptère après s'être blessé une cheville sur le chemin verglacé, intervention qui lui avait coûté 3 000 € non remboursés par l'assurance. L'idée du tunnel germa dans son esprit d'ingénieur durant l'hiver particulièrement rigoureux de 2014-2015. Observant depuis sa fenêtre les congères de neige qui ensevelissaient régulièrement le sentier d'accès, Marcel eut cette intuition géniale. Et si je passais sous la neige au lieu d'essayer de passer dessus? Cette réflexion apparemment évidente révolutionnait pourtant complètement l'approche traditionnelle de l'accessibilité hivernale en montagne. Armé de ses connaissances techniques et de son expérience de construction de tunnels autoroutiers, Marcel commença à étudier la faisabilité de son projet. Les conditions géologiques étaient favorables, un substrat rocheux stable, une pente régulière de 12% et surtout l'absence de nappe phréatique importante qui aurait compliqué le percement. Sur le papier, calculait-il, c'est un tunnel de 150 mètres avec un dénivelé de 18 mètres. Techniquement, c'est parfaitement réalisable. Cependant, quand Marcel présenta son projet à ses voisins du hameau lors de la réunion de copropriété de mars 2015, l'accueil fut pour le moins mitigé. Marcel a perdu la tête avec sa retraite, chuchotait Monique Bertrand, propriétaire du chalet voisin. Un tunnel de 150 mètres creusé à la main. Il se prend pour l'ingénieur du canal de Suez. Ces moqueries, bien que bienveillantes, révélaient l'incompréhension générale face à un projet jugé démesuré pour un simple problème d'accès hivernal. Pierre Chavannes, guide de haute montagne et voisin de longue date, tentait de raisonner son ami. « Marcel, tu compliques tout, une motoneige, des raquettes, et le problème est réglé. Pourquoi s'embarrasser d'un tunnel qui va te prendre des années à creuser ?» Cette logique pragmatique, partagée par la majorité des résidents du hameau, faisait paraître le projet de Marcel comme une lubie d'intellectuel déconnecté des réalités alpines. Sylvie elle-même exprimait ses doutes. « Mon chéri, es-tu certain que ce projet n'est pas un peu excessif? Nous ne sommes pas des taupes. Et puis, qu'est-ce que diront les gens du village quand ils apprendront que tu creuses un tunnel comme un mineur du XIXe siècle?
Cette inquiétude sur le regard des autres révélait la pression sociale qui pesait sur Marcel et sa famille. Mais l'ingénieur retraité avait une vision à long terme que ses détracteurs ne saisissaient pas. « Vous ne comprenez pas », leur expliquait-il patiemment, « ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité. Et puis, pensez aux services d'urgence. Avec mon tunnel, il pourrait intervenir même en plein hiver. » Cette dimension sécuritaire de son projet, visionnaire mais incomprise à l'époque, se révélerait prophétique 3 ans plus tard. Le maire de Chamonix, informé du projet par des ragots, convoqua Marcel pour une entrevue qui tourna rapidement au surréalisme administratif. « Monsieur Dumont, » lui déclara l'édile avec un sourire en coin, « votre tunnel n'entre dans aucune catégorie réglementaire connue. Ce n'est ni un ouvrage public, ni une installation privée classique. Tant que vous restez sur votre propriété et que vous ne troublez pas l'ordre public, je ne peux pas vous l'interdire, mais je ne peux pas non plus vous l'autoriser officiellement. » Cette zone grise administrative donnait paradoxalement le feu vert au projet le plus fou de la vallée. Encouragé par cette non-interdiction officielle et sourd aux moqueries de ses voisins, Marcel commanda dès avril 2015 le matériel nécessaire. Perceuse pneumatique, compresseur électrique, wagonnet de mine, étais de soutènement, système d'éclairage et de ventilation. Cette commande exceptionnelle intrigua le fournisseur de matériel de BTP de la vallée. Monsieur Dumont prépare quoi exactement? Une mine d'or dans son jardin? Les rumeurs sur le tunnel de l'Ermite commençaient à se répandre dans toute la région. Paragraphe 2. Le 1er mai 2015, Marcel attaqua officiellement le percement de son tunnel avec la régularité et la méthode d'un professionnel. Chaque matin à 7 heures précises, il descendait dans sa cave aménagée en base logistique, enfilait son casque de mineur, ses lunettes de protection et ses gants renforcés, puis attaquait la roche avec sa perceuse pneumatique, dans un vacarme assourdissant qui réveillait tout le hameau. « On dirait qu'il démonte la montagne !» se plaignait Monique Bertrand, en appelant la gendarmerie pour tapage matinal. La progression était lente, mais régulière. 50 cm par jour en moyenne, selon la dureté de la roche rencontrée. Marcel avait établi une méthode rigoureuse inspirée des techniques de percement de tunnels autoroutiers, forage de mines, explosion contrôlée avec de petites charges, évacuation des gravats, pose des étais de soutènement. « Mon mari travaille comme un forcené », témoignait Sylvie, il rentre le soir couvert de poussière et épuisé, mais avec la satisfaction du devoir accompli. Les voisins observèrent ce chantier pharaonique avec un mélange de stupéfaction et d'amusement condescendant. Marcel creuse son tunnel vers la Chine, plaisantait Pierre Chavannes en prenant l'apéritif sur sa terrasse. À ce rythme-là, il émergera peut-être à Pékin dans 20 ans. Ces moqueries, répétées et amplifiées de terrasse en terrasse, transformaient progressivement le projet de Marcel en curiosité folklorique de la vallée. L'été 2015 attira les premiers touristes curieux venus voir l'homme qui creuse un tunnel dans sa cave. Marcel, bon enfant, acceptait parfois de faire visiter son chantier aux plus insistants, expliquant avec la pédagogie de l'ingénieur les défis techniques de son entreprise. Le plus difficile, expliquait-il, ce n'est pas de creuser, c'est d'évacuer les gravats et de maintenir la ventilation. J'ai déjà sorti 40 tonnes de roches et ce n'est que le début. Ces visites improvisées renforçaient malheureusement l'image de doudingue qui collait à Marcel. Les touristes repartaient avec des photos amusantes de l'ermite qui creuse un tunnel pour éviter de marcher dans la neige, alimentant sur les réseaux sociaux une légende urbaine qui dépassait largement les frontières de Chamonix. Marcel était devenu malgré lui une attraction touristique involontaire. L'hiver 2015-2016, particulièrement rigoureux, donna raison aux premières intuitions de Marcel. Alors que ses voisins peinaient à rejoindre le village par le sentier enseveli sous 3 mètres de neige, Marcel continuait sereinement ses travaux de percement, progressant de 20 mètres supplémentaires pendant la saison froide. « Vous voyez, » expliquait-il à Sylvie, « pendant que les autres sont bloqués par la neige, moi je continue à avancer. Dans 2 ans, nous serons les seuls du hameau à pouvoir sortir par tous les temps. » Cette première validation hivernale de son projet n'impressionna pourtant guère ses détracteurs. Marcel s'enterre vivant dans sa montagne, commentait le pharmacien du village. Il finira par oublier qu'il y a un monde à l'extérieur.
Cette incompréhension persistante révélait l'incapacité des gens normaux à concevoir une solution aussi radicale à un problème qu'ils jugeaient la mineure. Au printemps 2016, Marcel franchit une étape symbolique. Le tunnel atteignait 75 mètres, soit exactement la moitié du tracé prévu. Pour célébrer cette milestone, il organisa dans sa cave une petite réception où il servit champagne et canapé à ses voisins sceptiques. « Nous voici à mi-parcours », annonça-t-il solennellement. « Dans un an, je ressortirai par l'autre côté. » Cette prédiction, accueillie par des sourires polis, paraissait encore irréaliste à la plupart de ses invités. Cependant, quelques observateurs plus attentifs commençaient à réviser leur jugement. Jean-Claude Mermoud, ancien mineur reconverti dans le BTP, admirait la qualité technique du travail. « Je ne pensais pas qu'on puisse creuser un tunnel aussi propre avec si peu de moyens. Marcel maîtrise parfaitement son sujet. Son tunnel est mieux conçu que certains ouvrages professionnels que j'ai vus. » Cette reconnaissance technique d'un expert commençait à fissurer le mur du scepticisme ambiant. L'été 2016 vit affluer encore plus de touristes curieux, transformant la propriété de Marcel en quasi-attraction commerciale. Des quarts de touristes japonais s'arrêtaient même devant chez lui pour photographier l'entrée du tunnel de l'ermite français. Cette notoriété inattendue embarrassait Marcel, mais amusait Sylvie. « Mon mari est plus célèbre que le Mont Blanc. Il devrait faire payer les visites. » Cette suggestion, lancée pour plaisanter, révélait l'ampleur qu'avait prise la réputation de Marcel. L'automne 2016 marqua un tournant psychologique crucial. Marcel, qui avait progressé de 100 mètres, commençait à entrevoir la lumière au bout de son tunnel, littéralement et figurativement. « Dans 6 mois, calculait-il avec la précision de l'ingénieur, je pourrai creuser depuis les 2 extrémités. Ce sera la phase finale. » Cette perspective concrète de réussite commençait à transformer l'amusement condescendant de ses voisins en curiosité respectueuse. Paragraphe 3. L'hiver 2016-2017 marqua un tournant décisif dans la perception du projet de Marcel. Les chutes de neige exceptionnelles de cette saison, plus de 5 mètres de neige cumulée, bloquèrent complètement l'accès au hameau pendant 3 semaines consécutives en janvier. Tous les résidents se retrouvèrent prisonniers de leur chalet, contraints de rationner leurs vivres et de s'éclairer à la bougie quand les pannes d'électricité se multiplièrent. Tous, sauf Marcel, qui continuait imperturbablement ses travaux de percement, alimenté en électricité par son groupe électrogène et ravitaillé par ses expéditions souterraines vers le village. Cette première démonstration concrète de l'utilité de son tunnel commença à ébranler les certitudes de ses détracteurs. Marcel avait peut-être raison, admettait à contre-cœur Monique Bertrand en le voyant revenir du village avec des provisions fraîches, alors qu'elle-même rationna le pain depuis 1 semaine. Son tunnel commence à avoir du sens. Cette première reconnaissance, timide mais réelle, marquait l'amorce d'un changement d'opinion qui allait s'amplifier dans les mois suivants. Pierre Chavannes, qui avait été l'un des plus moqueurs, demanda discrètement à Marcel la permission de visiter le chantier. Découvrant un ouvrage de 120 mètres parfaitement éclairé, ventilé et étayé, le guide de montagne dut reconnaître la qualité professionnelle du travail. « Marcel, je dois avouer que ton tunnel est impressionnant. C'est du travail d'orfèvre. Tu pourrais faire visiter ça aux touristes et gagner de l'argent. » Cette reconnaissance de l'expertise technique marquait un pas important vers la réhabilitation de Marcel. Le maire de Chamonix lui-même se déplaça pour une visite officielle en mars 2017. Découvrant un ouvrage d'art souterrain équipé d'un éclairage LED, d'un système de ventilation sophistiqué et même d'un petit rail pour transporter des charges, l'édile fut impressionné malgré lui. « Monsieur Dumont, votre réalisation dépasse largement ce que j'imaginais. C'est un véritable ouvrage d'infrastructure. Avez-vous pensé à le faire homologuer comme voie d'évacuation d'urgence pour le hameau ?» Cette suggestion officielle transformait le tunnel de l'ermite en équipement d'intérêt collectif. Cette évolution de l'opinion publique s'accéléra quand Marcel annonça, en avril 2017, qu'il avait franchi le cap des 140 mètres et qu'il estimait percer définitivement vers l'extérieur avant l'été. Cette perspective concrète d'achèvement donnait soudain une réalité tangible à un projet qui avait longtemps paru fantasmagorique. « Marcel va vraiment y arriver », murmurait le pharmacien du village. « Il aura son tunnel avant la fin de l'année. »
L'été 2017 transforma Marcel en véritable célébrité locale. Les médias régionaux s'emparèrent de son histoire. L'ingénieur retraité qui creuse un tunnel de 150 mètres pour éviter la neige. France 3, Alpes, puis TF1 vinrent filmer ce chantier exceptionnel. Marcel, d'abord réticent face aux caméras, finit par accepter ces interviews qui lui permettaient d'expliquer la logique de son entreprise. Ce tunnel n'est pas une lubie, c'est une solution d'ingénieur à un problème concret d'accessibilité hivernale. Ces reportages télévisés déclenchèrent un afflux de visiteurs encore plus important. Marcel dut installer un système de réservation pour les visites et même embaucher Sylvie comme guide touristique officiel. « Mon mari est devenu une attraction nationale », plaisantait-elle. « Nous recevons des visiteurs de toute l'Europe qui viennent voir le tunnel creusé à la main. » Cette notoriété inattendue générait même quelques revenus complémentaires appréciables pour le couple de retraités. Cependant, cette célébrité soudaine créait aussi des jalousies et des critiques dans la vallée. Marcel se prend pour une star avec son tunnel, grommelait le propriétaire de l'hôtel du village. Il attire plus de touristes que nos monuments historiques. Là, cette aigreur révélait l'ambiguïté de la notoriété dans une petite communauté alpine où chacun connaît tout le monde. Le 15 août 2017, Marcel organisa la Grande Percée, l'événement final où il allait percer les derniers mètres et émerger à l'air libre au niveau du village. Une cinquantaine de curieux s'étaient rassemblés pour assister à ce moment historique. À 15h32 précise, après 27 mois de travail acharné, la perceuse de Marcel perça définitivement vers l'extérieur dans un grondement de satisfaction générale. « Mesdames et messieurs », annonça solennellement l'ingénieur couvert de poussière, « le tunnel des Praz est officiellement ouvert à la circulation. » Cette réussite technique spectaculaire força l'admiration générale. Même les plus sceptiques durent reconnaître l'exploit. Un homme seul avait creusé en 2 ans et 3 mois un tunnel parfaitement fonctionnel de 150 mètres à travers la montagne. « Chapeau, Marcel !» s'exclamait Pierre Chavannes. « Tu as réussi ton pari fou. Maintenant, nous devons admettre que tu avais raison depuis le début. » L'inauguration officielle eut lieu le 1er septembre 2017, en présence du maire, du député local et de plusieurs centaines de curieux venus de toute la région. Marcel, ému aux larmes, coupa symboliquement le ruban rouge tendu à l'entrée de son tunnel. « Ce projet, déclara-t-il, prouve qu'avec de la détermination et des connaissances techniques, un homme seul peut déplacer des montagnes, ou plutôt les traverser. » Cette philosophie de l'effort individuel face à l'adversité touchait profondément l'assistance. Cependant, malgré cette reconnaissance générale, certains voisins conservaient leurs doutes sur l'utilité réelle de cet ouvrage pharaonique. « C'est un bel exploit », concédait Monique Bertrand. « Mais était-ce vraiment nécessaire ? Après tout, nous survivions très bien aux hivers d'avant. » Cette réticence persistante allait être balayée quelques mois plus tard par les événements dramatiques de février 2018. Paragraphe 4. L'hiver 2017-2018 commença de façon relativement normale, rassurant ceux qui continuaient à considérer le tunnel de Marcel comme un caprice coûteux et inutile. Novembre et décembre apportèrent des chutes de neige classiques pour la région et les résidents du hameau continuèrent d'utiliser le sentier traditionnel pour leur déplacement vers le village. Marcel et Sylvie, eux, profitaient discrètement de leur nouveau passage souterrain, mais sans ostentation pour ne pas agacer leurs voisins encore sceptiques sur l'utilité de leur investissement pharaonique. Finalement, commentait Pierre Chavannes en janvier, l'hiver est plutôt clément cette année. Marcel a peut-être creusé son tunnel pour rien. Cette remarque, répétée dans les conversations de bistrot, alimentait l'idée que l'ingénieur retraité avait peut-être surestimé les difficultés hivernales de la région. Même Météo France annonçait un hiver dans les normales saisonnières pour les Alpes du Nord, confortant les sceptiques dans leur certitude. Cependant, Marcel, en ingénieur méticuleux habitué à anticiper les situations extrêmes, continuait à perfectionner son ouvrage. Il installa un système de chauffage pour éviter le gel, améliora l'éclairage LED et surtout, élargit certains passages pour permettre le transport de charges importantes. Un tunnel,
expliquait-il à Sylvie, doit être dimensionné pour les situations d'exception, pas pour la routine quotidienne. Cette vision à long terme, caractéristique de l'esprit d'ingénieur, allait se révéler providentiellement correcte. Le 10 février 2018, les bulletins météorologiques commencèrent à annoncer l'arrivée d'une perturbation inhabituelle venue de l'Atlantique Nord qui allait stagner sur les Alpes. Les prévisionnistes parlaient de possibles chutes de neige importantes, mais sans alarmer outre mesure une population alpine habituée aux caprices hivernaux de la montagne. Marcel, lui, étudiait attentivement les cartes barométriques avec l'œil du spécialiste. Cette dépression va se bloquer contre le massif du Mont Blanc. Nous allons avoir beaucoup de neige. Le 12 février au matin, la tempête commença par des flocons anodins qui firent des sourires les habitants du hameau. Encore Marcel qui dramatise la météo, plaisantait Monique Bertrand, en voyant l'ingénieur vérifier une dernière fois l'état de son tunnel. Mais vers midi, l'intensité des chutes de neige changea radicalement. Les flocons devinrent denses, serrés, ininterrompus. En 6 heures, 80 cm de neige fraîche s'accumulèrent, rendant le sentier d'accès praticable seulement avec des raquettes. Le 13 février, la situation basculait dans l'exceptionnel. La neige tombait maintenant en rafales continues, poussée par un vent violent qui créait des congères gigantesques. Le sentier traditionnel disparaissait complètement sous 3 mètres de poudreuse, et même les habitants les plus expérimentés du hameau admettaient qu'il devenait dangereux de tenter la descente vers le village. Cette fois, nous sommes vraiment bloqués, reconnaissait Pierre Chavannes. Je n'ai jamais vu autant de neige en si peu de temps. C'est alors que Marcel prit une initiative qui allait transformer définitivement la perception de son tunnel. Sans fanfare ni provocation, il commença discrètement à proposer ses services de coursier souterrain à ses voisins bloqués. Si vous avez besoin de médicaments, de pain ou de quoi que ce soit d'urgent au village, proposait-il simplement, je peux y aller par mon tunnel et vous rapporter ce qu'il faut. Cette offre généreuse marquait le début de la transformation de Marcel de Doudingue en héros local. Monique Bertrand fut la première à solliciter son aide. Sa mère âgée, bloquée dans sa maison du village, avait besoin de ces médicaments quotidiens que la pharmacie ne pouvait plus livrer à cause des routes coupées. « Marcel, demanda-t-elle avec une humilité nouvelle, pourriez-vous me rendre ce service ? Je paierai l'essence et votre temps. » Cette requête, émouvante de simplicité, inaugurait l'utilisation humanitaire du tunnel tant moqué. Marcel, accompagné de Sylvie, fit sa première mission de sauvetage le 14 février. Traversant leur tunnel en 20 minutes, là où il aurait fallu 3 heures de marche périlleuse dans la tempête, ils rapportèrent non seulement les médicaments demandés, mais aussi du pain frais, des journaux et des nouvelles rassurantes du village pour tous les habitants bloqués. « Votre tunnel, admit Monique les larmes aux yeux, vient de sauver ma mère. Comment ai-je pu me moquer de votre projet ?» Cette première mission déclencha une chaîne de solidarité exceptionnelle. Pierre Chavannes demanda à Marcel de rapporter des vivres pour une famille avec des enfants en bas âge. Le couple de retraités belges du chalet d'en face sollicita son aide pour prévenir leurs enfants inquiets en Belgique. Même les plus fiers du hameau finirent par frapper à la porte de Marcel pour demander une course ou transmettre un message urgent. Le tunnel, conçu initialement pour l'usage personnel de Marcel, devenait spontanément l'artère vitale de tout le hameau. En 3 jours, l'ingénieur retraité effectua 12 missions de ravitaillement, transportant médicaments, nourriture, courrier et même une bonbonne de gaz pour une famille dont le chauffage était tombé en panne. Marcel, témoignait le maire par téléphone. Votre tunnel vient de se transformer en service public d'urgence. Sans vous, nous aurions dû déclencher des évacuations en hélicoptère. Cette transformation radicale du statut social de Marcel, passé en quelques jours de l'ermite fou au sauveur du hameau, révélait brutalement l'aveuglement de ses détracteurs d'hier. Le tunnel inutile devenait l'infrastructure la plus précieuse de la montagne, et son concepteur dérangé apparaissait soudain comme un visionnaire dont la prévoyance avait anticipé l'impensable. Paragraphe 5. Le 16 février 2018,
La tempête atteignit son paroxysme avec des vents dépassant les 120 km/h et des chutes de neige de 20 cm par heure. Les conditions météorologiques devinrent si extrêmes que même les services de secours de la vallée suspendirent leurs interventions, déclarant officiellement le secteur inaccessible jusqu'à nouvel ordre. Dans ce contexte dramatique, le tunnel de Marcel n'était plus seulement utile. Il était devenu littéralement vital pour la survie des 13 habitants bloqués dans le hameau des Prazes. L'épreuve de vérité survint quand Gérard Monfils, retraité cardiaque de 72 ans, fit un malaise vers 14h30. Sa femme Jeannette, paniquée, appela les secours, mais apprit que toutes les voies d'accès au hameau étaient coupées et qu'aucun hélicoptère ne pouvait voler par ces conditions météorologiques. « Madame », lui expliqua le responsable du SAMU, « nous ne pouvons pas intervenir avant l'amélioration des conditions. Maintenez votre mari conscient et appelez Marcel Dumont. Lui seul peut nous aider dans cette situation. » Cette consécration officielle du rôle de Marcel par les services d'urgence marquait un tournant historique. L'homme que tout le monde moquait 3 ans plus tôt devenait soudain le seul lien possible entre la vie et la mort pour ses voisins en détresse. Sans hésiter une seconde, Marcel et Sylvie transformèrent leur tunnel en voie d'évacuation médicale d'urgence, installant des brancards de fortune et organisant une chaîne de porteurs jusqu'à l'ambulance qui les attendait au village. L'évacuation de Gérard Monfils par le tunnel, réalisée en 48 minutes contre les 6 heures qu'aurait nécessité un héliportage dans de meilleures conditions, sauva probablement la vie du vieil homme. Sans Marcel, témoignait plus tard le médecin du SAMU, nous aurions eu notre premier décès de cette tempête. Son tunnel a transformé une situation désespérée en évacuation médicale réussie. Cette reconnaissance médicale officielle consacrait définitivement l'utilité vitale de l'ouvrage. La nouvelle de ce sauvetage se répandit comme une traînée de poudre dans toute la vallée de Chamonix. Les médias, qui avaient présenté Marcel comme une curiosité folklorique, découvraient soudain un héros authentique, dont l'initiative personnelle sauvait des vies humaines. L'homme au tunnel devient le héros de la tempête, titraient les journaux locaux. Cette transformation narrative spectaculaire révélait l'aveuglement initial du public face à un projet visionnaire. Le 17 février, Marcel dut gérer une crise encore plus grave, la coupure générale d'électricité du hameau causée par l'effondrement d'un poteau électrique sous le poids de la neige. 13 personnes se retrouvaient sans chauffage par 15 degrés Celsius, avec des réserves de bois insuffisantes et l'impossibilité de faire le plein de combustible par les voies traditionnelles. Une fois de plus, seul le tunnel permettait d'acheminer les secours nécessaires. Marcel organisa alors la plus spectaculaire de ses missions de sauvetage. Le transport de 2 tonnes de bois de chauffage et de 3 groupes électrogènes depuis le village jusqu'au hameau, en utilisant son tunnel comme une véritable voie logistique souterraine. Cette prouesse technique, réalisée avec l'aide de brouettes spéciales et d'un système de poulies qu'il avait installé pour l'occasion, stupéfia même les professionnels du secours en montagne. Marcel a transformé son tunnel en autoroute souterraine, s'émerveillait Pierre Chavannes. C'est un génie de l'improvisation logistique. Cette démonstration d'efficacité opérationnelle acheva de convaincre les derniers sceptiques. Monique Bertrand, qui avait été la plus moqueuse au début du projet, présenta publiquement ses excuses à Marcel. « J'ai été stupide de me moquer de votre tunnel. Vous aviez vu juste là où nous étions aveugles. Votre prévoyance nous a tous sauvés. » Ces excuses publiques, reprises par les médias, symbolisaient la transformation complète de l'opinion publique sur le projet de Marcel. Le 19 février, quand les conditions météorologiques commencèrent enfin à s'améliorer, le bilan de la tempête du siècle révéla l'ampleur du service rendu par Marcel. Son tunnel avait permis l'évacuation médicale d'urgence d'un cardiaque, l'acheminement de médicaments vitaux pour 3 personnes âgées, le transport de 2,5 tonnes de vivres et de combustible, et le maintien du lien social et psychologique entre le hameau isolé et le reste du monde. Sans cette infrastructure, plusieurs décès auraient été probables. Le maire de Chamonix se déplaça personnellement pour remercier Marcel dès la réouverture des routes. « Monsieur Dumont, déclara-t-il solennellement, votre tunnel privé vient de rendre un service public exceptionnel.
je vous propose officiellement de le classer comme voie d'évacuation d'urgence de la commune, avec prise en charge des frais d'entretien par la collectivité. Cette proposition de rachat public consacrait la transformation du caprice d'ermite en infrastructure d'intérêt général. La reconnaissance fut également nationale. Marcel reçut la médaille de la sécurité civile des mains du préfet, et son histoire inspira un documentaire de France 2 intitulé « L'homme qui a percé la montagne ». Cette célébrité méritée révélait comment un projet apparemment absurde peut se révéler génial quand les circonstances exceptionnelles révèlent sa vraie utilité. Le fou du tunnel était devenu le visionnaire qui avait anticipé l'imprévisible. Sylvie, émue aux larmes lors de la cérémonie de remise de médailles, résuma parfaitement cette métamorphose. Pendant 3 ans, on a traité mon mari de fou parce qu'il creusait un tunnel inutile. Cette tempête a prouvé qu'il n'y a rien d'inutile quand c'est bien pensé et bien fait. Marcel n'était pas fou. Il était en avance sur les événements. Cette sagesse populaire, née de l'expérience dramatique, illustrait parfaitement la morale de cette histoire extraordinaire. Paragraphe 6. Les mois qui suivirent la tempête de février 2018 transformèrent radicalement la vie de Marcel et l'avenir du hameau des Praz. La reconnaissance officielle de l'utilité publique de son tunnel déclencha une série de développements que l'ingénieur retraité n'avait jamais imaginés. D'abord sollicité pour des conseils techniques par d'autres communes alpines confrontées au même problème d'accessibilité hivernale, Marcel se retrouva malgré lui consultant spécialisé dans les solutions d'infrastructures individuelles pour habitats isolés. La commune de Chamonix rachetait officiellement le tunnel pour la somme symbolique d'€1, mais prit en charge tous les frais d'amélioration et d'entretien. L'ouvrage fut agrandi, éclairé professionnellement, équipé d'un système de ventilation performant et même d'une ligne téléphonique d'urgence. De tunnel privé, mon projet est devenu service public. Observait Marcel avec philosophie. C'est la plus belle récompense qu'un ingénieur puisse espérer, voir son travail servir à la collectivité. L'impact touristique fut encore plus spectaculaire. Le tunnel du héros de la neige attira des milliers de visiteurs venus du monde entier pour admirer cette prouesse technique réalisée par un homme seul. Des tours opérateurs japonais et américains incluèrent la visite dans leurs circuits alpins, et Marcel dut embaucher 2 guides supplémentaires pour gérer l'affluence. Mon mari est devenu une attraction internationale, plaisantait Sylvie. Nous recevons plus de visiteurs que le musée de Chamonix. Cette notoriété touristique transforma l'économie locale du hameau. Les autres chalets, longtemps difficiles à vendre, à cause de leur isolement hivernal, virent soudain leur valeur exploser. Grâce au tunnel de Marcel, témoignait Pierre Chavannes qui vendait sa propriété, nous sommes passés de hameau isolé à résidence de prestige avec accès sécurisé toute l'année. C'est une plus-value énorme. Cette révolution immobilière illustrait comment une infrastructure peut transformer l'attractivité de tout un territoire. Marcel lui-même devint une personnalité médiatique malgré lui. Invité dans plusieurs émissions télévisées, sollicité pour des conférences sur l'innovation individuelle, il découvrait un rôle d'inspirateur qu'il n'avait jamais recherché. « Je ne suis qu'un ingénieur qui a résolu un problème pratique », répétait-il avec modestie. Si mon exemple peut encourager d'autres personnes à ne pas abandonner leur projet face aux moqueries, alors tant mieux. Son histoire inspira effectivement d'autres initiatives similaires. Un retraité suisse creusa un tunnel de 80 mètres pour accéder à son chalet. Un Norvégien perça la roche sur 200 mètres pour relier sa maison à la route nationale, et même un Japonais adapta la méthode de Marcel pour créer un passage souterrain anti-tsunami. Marcel a lancé une mode mondiale du tunnel individuel, observait un journaliste spécialisé. Il a prouvé qu'un homme seul peut réaliser des infrastructures jugées impossibles. L'aspect technique de son exploit intéressa également le monde académique. L'École des mines de Paris étudia ses méthodes de percement artisanal. L'École des ponts analysa ses solutions de ventilation et d'évacuation. Et plusieurs thèses d'ingénieurs s'inspirèrent de son travail. Marcel Dumont, écrivait un professeur d'infrastructure, a redécouvert les vertus de l'ingénierie à échelle humaine. Son tunnel prouve qu'on peut réaliser de grandes choses avec de petits moyens, pourvu qu'on ait la méthode et la persévérance.
Cette reconnaissance académique déboucha sur des propositions professionnelles inattendues. Plusieurs entreprises de BTP tentèrent d'embaucher Marcel comme consultant pour des projets spéciaux, et même l'armée française sollicita ses conseils pour des tunnels tactiques en montagne. À 61 ans, plaisantait l'ingénieur, je découvre une seconde carrière dans le percement artisanal. Qui aurait pu prévoir cela? Cette renaissance professionnelle tardive illustrait comment l'expertise peut être reconnue de façon inattendue. Cependant, Marcel préféra consacrer son temps à la transmission de son savoir-faire. Il créa une association, les Tunneliers Alpins, qui forment bénévolement des particuliers désireux de réaliser leurs propres ouvrages souterrains. Mon but, expliquait-il, n'est pas de m'enrichir, mais de prouver que l'impossible n'existe pas quand on combine connaissances techniques et détermination personnelle. Cette philosophie généreuse séduisit de nombreux adeptes. L'association organisa même un concours du tunnel amateur, qui attira des participants de toute l'Europe. Le gagnant, un agriculteur italien qui avait creusé 300 mètres sous ses vignes pour créer une cave naturelle, reçut son prix des mains de Marcel, devenu parrain officiel de ces « fous du tunnel ». Nous formons une confrérie de gens qui refusent de se laisser arrêter par l'impossible, déclarait fièrement le président d'honneur de cette communauté improbable. L'héritage de Marcel dépasse largement le simple exploit technique. Son exemple démontre qu'un individu déterminé peut transformer son environnement et influencer positivement la vie de toute une communauté. Marcel nous a appris, témoignait Monique Bertrand, devenue son admiratrice, qu'il ne faut jamais se moquer des projets qui paraissent fous. Derrière la folie apparente se cache parfois la sagesse de ceux qui voient plus loin que nous. Cette leçon d'humilité face à l'innovation est peut-être l'enseignement le plus précieux de cette aventure extraordinaire. Paragraphe 7. 5 ans après la tempête historique de 2018, le tunnel de Marcel est devenu bien plus qu'une simple infrastructure. Il s'est transformé en symbole d'innovation individuelle et de persévérance face au scepticisme collectif. L'ouvrage, désormais baptisé officiellement Tunnel Marcel Dumont, par décision du conseil municipal de Chamonix, accueille plus de 50 000 visiteurs par an venus du monde entier pour admirer cette prouesse technique réalisée par un homme seul avec des moyens artisanaux. L'impact économique de cette attraction dépasse toutes les prévisions initiales. Le hameau des Prazes, autrefois considéré comme un secteur enclavé et difficile d'accès, est devenu l'une des destinations touristiques les plus prisées de la vallée de Chamonix. Les revenus générés par les visites, les souvenirs et l'hôtellerie de proximité représentent désormais plus de 2 millions d'euros annuels pour l'économie locale, soit l'équivalent de 40 emplois directs et indirects créés grâce au tunnel d'un retraité visionnaire. Marcel et Sylvie, devenus malgré eux des célébrités locales, ont choisi de consacrer leur notoriété à des causes qui leur tiennent à cœur. Ils financent une bourse annuelle pour encourager les projets innovants d'étudiants en ingénierie, organisent des conférences gratuites sur l'innovation individuelle et soutiennent financièrement des inventeurs isolés dont les projets sont moqués par leur entourage. Nous avons vécu l'incompréhension, explique Marcel. Alors nous voulons épargner cette souffrance à d'autres innovateurs. L'histoire du tunnel a inspiré une littérature abondante. 3 livres, un documentaire primé au Festival de Cannes et même un film de fiction avec Jean Dujardin dans le rôle de Marcel. Cette production cinématographique, intitulée « L'homme qui déplaçait les montagnes », a été tournée en partie dans le vrai tunnel et a remporté un succès international qui a encore accru la notoriété de cette aventure française. Voir Jean Dujardin jouer mon mari au cinéma, s'amuse Sylvie, c'est le summum de la surréalité pour une ancienne institutrice de village. L'influence technique de l'exploit de Marcel continue de se propager. Ces méthodes de percement artisanal sont enseignées dans plusieurs écoles d'ingénieurs comme exemple d'ingéniosité appliquée avec des moyens limités. Le modèle Dumont, de tunnel individuel, a été adapté et reproduit dans 28 pays différents, de la Norvège au Japon, prouvant l'universalité des solutions techniques intelligentes face aux problèmes d'accessibilité géographique. Cette diffusion internationale de son savoir-faire a valu à Marcel plusieurs distinctions honorifiques. Chevalier dans l'Ordre du Mérite, Grand Prix de l'innovation individuelle de l'UNESCO et même docteur honoris causa de l'Université de Grenoble
pour sa contribution exceptionnelle à l'ingénierie alpine appliquée. Ces reconnaissances officielles consacrent définitivement la transformation du Doux dingue en expert reconnu mondialement. Le tunnel lui-même continue d'évoluer techniquement. Classé monument d'intérêt local, il a été équipé d'une muséographie moderne qui retrace l'histoire de sa construction et explique les défis techniques surmontés par Marcel. Des écrans tactiles permettent aux visiteurs de comprendre les méthodes de percement, les solutions de ventilation et les innovations architecturales développées pour cet ouvrage unique au monde. Mon tunnel est devenu une école, observe Marcel avec satisfaction. C'est exactement ce que j'espérais, transmettre des connaissances utiles. L'impact social de cette aventure dépasse le simple aspect technique. Dans toute la région, les habitants ont développé une nouvelle mentalité face aux projets ambitieux portés par des individus isolés. Depuis Marcel, témoigne le maire de Chamonix, nous prenons au sérieux toutes les initiatives, même celles qui paraissent farfelues au premier regard. Qui sait, le prochain projet fou sera peut-être la prochaine innovation géniale. Cette ouverture d'esprit collective constitue peut-être l'héritage le plus précieux de l'aventure de Marcel. La méthode pédagogique de Marcel a également inspiré le monde de l'éducation. Son approche « learning by doing », qui consiste à apprendre en résolvant des problèmes concrets plutôt qu'en étudiant des théories abstraites, est maintenant enseignée dans plusieurs universités techniques européennes. Marcel Dumont, écrit un pédagogue, a redonné ses lettres de noblesse à l'apprentissage pratique. Il prouve qu'on peut enseigner l'ingénierie en creusant un tunnel aussi bien qu'en résolvant des équations au tableau. L'association Les Tunneliers Alpins, créée par Marcel, compte aujourd'hui plus de 2000 adhérents répartis sur 4 continents. Ces disciples de Marcel organisent des stages, partagent leurs expériences et s'entraident pour réaliser leurs projets souterrains personnels. Nous formons une communauté internationale de gens qui refusent l'impossible, explique le président actuel de l'association. L'esprit Marcel continue de se propager partout dans le monde. Cette diffusion planétaire de son exemple illustre parfaitement la portée universelle de son message. Un individu déterminé, armé de connaissances techniques et d'une vision claire, peut réaliser des projets que les experts jugent impossibles et que la société considère comme inutiles. Cette leçon d'optimisme créatif, née dans les Alpes françaises, inspire aujourd'hui des milliers de personnes à travers le monde qui refusent de renoncer à leurs rêves face au scepticisme ambiant. Paragraphe 8. L'hiver 2023-2024 a marqué un anniversaire symbolique particulièrement émouvant, celui des 5 ans de la tempête historique qui révéla au monde l'utilité vitale du tunnel de Marcel. Pour commémorer cet anniversaire, la commune de Chamonix organisa une grande cérémonie en présence de tous les protagonistes de cette histoire extraordinaire, transformée depuis en légende moderne de l'innovation individuelle et de la persévérance face à l'adversité. Gérard Monfils, le cardiaque dont l'évacuation d'urgence par le tunnel avait marqué le point de basculement de l'opinion publique, prit la parole lors de cette cérémonie avec une émotion palpable. « Marcel m'a sauvé la vie avec son tunnel que nous jugions tous inutile. Aujourd'hui, à 77 ans, je peux témoigner que parfois les fous ont plus de sagesse que les gens sensés. Marcel a eu le courage de ses convictions quand nous n'avions que nos préjugés. » Ce témoignage direct du principal bénéficiaire illustrait parfaitement la transformation des mentalités survenue depuis cet épisode dramatique. Monique Bertrand, désormais présidente du comité de défense du patrimoine local, présenta publiquement des excuses collectives au nom de tous ceux qui avaient douté du projet de Marcel. Nous avons été aveugles et moqueurs face à un visionnaire. Marcel nous enseigne qu'il ne faut jamais rire des projets qui paraissent impossibles, car l'impossible d'aujourd'hui devient souvent l'évidence de demain. Nos excuses sont tardives mais sincères. Ici, cette mea culpa collectif révélait la profondeur de la remise en question provoquée par cette aventure. Pierre Chavannes, l'ancien guide de montagne devenu le plus fervent défenseur du tunnel, témoigna de l'impact psychologique de cette expérience sur toute la communauté. Marcel nous a donné une leçon d'humilité que nous n'oublierons jamais. Depuis son exploit, nous regardons différemment tous les projets qui sortent de l'ordinaire. Nous avons appris à nous méfier de nos certitudes et à respecter les intuitions qui dérangent.
Cette évolution mentale collective constituait l'un des héritages les plus durables de l'aventure de Marcel. L'impact pédagogique du tunnel continue de s'étendre dans le monde éducatif. L'histoire de Marcel est désormais enseignée dans les cours de management comme exemple parfait de leadership visionnaire face à la résistance au changement. Des business schools américaines utilisent son cas pour former leurs étudiants à la persévérance entrepreneuriale et des universités techniques japonaises étudient ces méthodes comme modèle d'innovation frugale. Marcel est devenu un cas d'école mondiale, observe un professeur de Harvard. Son histoire illustre parfaitement comment l'innovation naît souvent de la marginalité. L'aspect technique de son exploit continue d'inspirer de nouvelles applications. Des ingénieurs britanniques ont adapté ces méthodes pour creuser des tunnels anti-inondation, des Australiens utilisent ces techniques pour des abris anti-cyclones, et des Californiens s'en inspirent pour des passages anti-séisme. Cette diversification des applications prouve l'universalité des principes techniques développés par Marcel dans son garage des Alpes françaises. La dimension psychologique de son aventure intéresse également le monde de la recherche. Des psychologues étudient son cas comme exemple de résilience créative face au rejet social, et des sociologues analysent la transformation de l'opinion publique de la moquerie à l'admiration. Le cas Marcel Dumont, écrit un chercheur du CNRS, illustre parfaitement les mécanismes sociaux de résistance à l'innovation et de retournement ultérieur de l'opinion quand la réalité valide la vision du précurseur. L'influence de Marcel dépasse même le domaine technique pour inspirer des artistes et des créateurs. Un sculpteur suisse a créé une œuvre monumentale intitulée « L'homme au tunnel ». Un compositeur italien a écrit une symphonie inspirée par les bruits de percement dans la montagne, et un dramaturge britannique a adapté l'histoire pour le théâtre. Cette richesse créative révèle la dimension mythologique qu'a prise cette aventure dans l'imaginaire collectif. Le centre de formation créé par Marcel accueille désormais des stagiaires du monde entier venus apprendre les méthodes Dumont de réalisation de projets impossibles. Ces stages, mélange unique d'enseignement technique et de philosophie de l'innovation, attirent aussi bien des ingénieurs que des entrepreneurs, des inventeurs que des artistes. Marcel enseigne bien plus que le percement de tunnels, témoigne une stagiaire américaine. Il transmet une vision du monde, où l'impossible devient possible à force de travail et de conviction. L'Association internationale des tunneliers Marcel organise chaque année un congrès mondial qui rassemble tous ceux qui ont réalisé leur propre tunnel inspiré par l'exemple français. Ces rencontres, mélange fascinant de conventions techniques et de festivals de l'innovation individuelle, prouvent que l'esprit Marcel continue de se propager et d'inspirer de nouveaux projets audacieux sur tous les continents. Cette diffusion planétaire de son héritage révèle la dimension universelle du message porté par Marcel. Dans un monde dominé par les grandes organisations et les projets collectifs, il reste encore de la place pour l'initiative individuelle créative. Son tunnel des Alpes est devenu le symbole de cette résistance créative de l'individu face au conformisme collectif, inspirant des milliers de personnes à poursuivre leurs projets, malgré les moqueries et les découragements. Paragraphe 9. L'été 2024 a marqué une étape historique supplémentaire dans l'épopée de Marcel, avec l'inauguration du campus international Marcel Dumont, centre de formation et de recherche sur l'innovation individuelle construit à proximité immédiate du tunnel originel. Cette institution unique au monde, financée par une fondation créée grâce aux revenus touristiques générés par l'histoire de Marcel, accueille désormais des chercheurs, des inventeurs et des entrepreneurs venus étudier les mécanismes de l'innovation face à l'adversité sociale et technique. Le campus, conçu selon les principes architecturaux chers à Marcel, fonctionnalité, durabilité, intégration harmonieuse dans l'environnement, comprend des ateliers de prototypage, des salles de conférences, une bibliothèque spécialisée sur l'histoire des innovations individuelles et même un mur des projets impossibles où les visiteurs peuvent inscrire leurs rêves les plus fous. Marcel a créé bien plus qu'un tunnel, observe le directeur du campus. Il a ouvert une voie nouvelle pour penser l'innovation comme un acte de résistance créative.